Débat déjà dans le studio, 8h47, les grands débats du matin. Alexis Poulain, Elisabeth Lévy. Vos appels 0826 300 300. On va revenir sur le Beauvau de la sécurité ce matin avec les annonces faites par Emmanuel Macron. Oui, beaucoup de sujets. Donc vous nous appelez évidemment pour réagir sur ce Beauvau de la sécurité. Enfin, c'est la suite en fait du Beauvau, avec plus de képis. Boum. D'ailleurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, de la nouvelle tenue qui est envisagée. Doublement des effectifs à terme sur le terrain. Ça ressemble beaucoup, comme le disait Éric Piolle, qui était notre invité à 8h15 tout à l'heure, à des promesses et des promesses et des promesses. On va commenter ça dans un instant. En attendant, avec vous, Alexis Poulain, c'est vrai qu'il y avait une autre promesse complètement différente, pardon pour la transition, mais c'est celle des personnels soignants non vaccinés. À partir d'aujourd'hui, 15 septembre, ils sont suspendus de leur poste. Alors, il y a de moins en moins de récalcitrants, de personnes qui ne veulent pas être vaccinées, en tout cas chez les personnels soignants, mais tout de même, qu'est-ce que ça suscite chez vous ? Ça suscite, c'est toujours cette façon de gouverner par la contrainte. Le problème du personnel soignant non vacciné, c'est bien sûr sur les malades. Laisser plus de temps, c'est ce qui va se passer. C'est ce qui se passe déjà à La Réunion et en Guadeloupe, je pense. Le problème, c'est qu'on a eu des soignants qui ont été envoyés au travail alors qu'ils avaient le Covid, rappelez-vous, lors des premières vagues, même sans protection. Et aujourd'hui, ceux-là sont montrés du doigt comme étant la lead de leur métier, etc. Ils devraient ne plus travailler. J'y vois surtout une attaque en règle contre le droit du travail, puisque cette suspension sans salaire ni indemnité, plus l'interdiction d'exercer, pose des vraies questions sur le droit du travail. Et puis, encore une fois, une façon de faire à la hache, sans réfléchir à ce que ça pourrait faire, parce qu'il est question de 12%. Il y a eu un délai quand même de données aussi. Oui, non, mais bien sûr, il y a un délai, mais bon, et parfois il faut toujours plus de délai. Il y a des gens qui ont besoin peut-être de plus de garanties, plus de réflexion. Toujours est-il qu'aujourd'hui, si jamais ces 300 000 soignants, puisque c'est les chiffres qui sont annoncés, ne peuvent pas travailler, ça va être une catastrophe dans les hôpitaux comme dans les maisons de retraite et ailleurs. Donc il y a une vraie question là-dessus. Et je rappelle que l'hôpital, le soin est un secteur de toute façon en surtension. Enfin, il y a 80 000 offres aujourd'hui sur Pôle emploi de soignants et personnels auxiliaires d'accompagnement qui sont non pourvus. Donc c'est déjà un secteur où on a du mal à recruter. Donc quel est le but, si ce n'est de mettre l'hôpital public encore à genoux sans réfléchir aux conséquences de cette politique. Dans beaucoup d'hôpitaux, ce que nous disait un représentant des managers en fait des hôpitaux tout à l'heure, ça a été quand même assez anticipé. Donc à partir d'aujourd'hui et de cette semaine, un peu comme quand il y a aussi la période en fait des congés où on a répercuté en fait les conséquences. Possibles. Alors de toute façon, l'exécutif a prévu une porte de sortie si jamais ça se passait mal dans la loi. Cette obligation vaccinale pourrait être levée compte tenu de l'évolution de l'épidémie. Donc si jamais ça ne marche pas. Bon, on verra. Vous pouvez réagir sur ce sujet. Autre sujet qui fait beaucoup causer, évidemment, ce matin, ce sont les annonces en fait d'Emmanuel Macron. Et au-delà même des annonces, que disait Éric Piolle, je le répète tout à l'heure, il disait Emmanuel Macron, mais pourquoi aujourd'hui fait-il en fait ces propositions ? Finalement, ça peut se retourner contre lui comme un boomerang parce que pendant 4 ans, il n'a pas mis tout ça sur la table et là, il le fait à quelques mois de la présidentielle. Elisabeth Lévy. Oui, je dois dire, moi j'ai été assez... comment dire, outré serait peut-être exagéré, mais en fait, je me demande pourquoi on croirait Emmanuel Macron aujourd'hui. Écoutez, il y a 5 ans, il nous a promis, par exemple, sur ces questions, de construire des places de prison. Bien entendu, nous n'avons pas vu la queue d'une, si vous voulez. Et donc aujourd'hui, il recommence. Alors en plus, c'est vraiment une cuillère pour les jeunes anti-flics quand ils parlent à brut, une cuillère pour la police quand ils parlent aux policiers. Donc si vous voulez, c'est plus dur en même temps, en fait. Je dis à chacun ce qu'il veut entendre, et moi je dois dire que je trouve qu'il perd en crédibilité. En plus, évidemment, il nous promet des grands projets de loi, de programmation. C'est très bien de faire une loi de programmation pour la police. Sur le principe, tout ça. Sur le principe, mais après qu'on soit d'accord ou pas d'accord, en tout cas, c'est plutôt bien. Non, mais d'accord, sauf que cette loi suppose d'enjamber la présidentielle, pardonnez-moi. Cette loi ne sera pas votée, évidemment, avant la fin de la législature qui arrive en février, Alexis. Donc, effectivement, il y a un côté demain, vous verrez comme ce sera merveilleux. Et puis, il y a cette façon qu'il a de ne jamais choisir. Or, je suis désolée, il y a un moment, il faut décider sur quelle ligne on est. Vous ne pouvez pas faire du Zemmour le matin et du Éric Piolle le soir. Enfin bon, donc je trouve qu'en termes de crédibilité, c'est vraiment pénible. Je trouve qu'il est clairement en campagne, Emmanuel Macron. Il sait que sur la sécurité, c'est une de ses énormes faiblesses. Depuis son élection, il a toujours été critiqué. Les Français ne lui font pas confiance pour
rétablir un climat de sécurité en France. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il colmate les brèches avant que la campagne commence vraiment. Et il profite de sa posture présidentielle pour faire des promesses et des cadeaux. À Marseille, c'était la même chose. Il sort le chéquier, c'est notre chéquier, c'est notre argent, c'est pas le sien. Et il se pose en grand libérateur, sauveur des professions. La semaine dernière, c'était les agriculteurs. Oui. Aujourd'hui, il va avec Stéphane Bern dans la maison natale de Proust pour le monde de la culture. Et il n'arrête pas. C'est le moment de sortir les revendications. Mais quoi, oui, non, mais c'est pire que ça, parce que lui, il n'écoute pas les revendications. Ouais. Il est déjà, lui, dans la promesse, dans le fait de dire, écoutez, si on continue, vous allez voir, ça va être super. Or, ce que dit Elisabeth est vrai. Il promet à peu près tout et n'importe quoi à n'importe qui. Ouais. C'est pas gouverné, encore une fois. Allez, 0826 300 300, ça réagit évidemment. Avec Christine, qui nous appelle de Chatou. Bonjour Christine. Bonjour Christine. Oui, bonjour Cécile. Ouais. Je suis parfaitement d'accord avec tout ce que les participants disent. Là, ça se voit comme le nez au milieu de la figure que Emmanuel Macron fait sa campagne électorale. Il fait le tour de France, il fait le Père Noël pour tout le monde, là, avec l'argent des Français. Quant à la vaccination obligatoire des soignants, là, alors qu'eux ont des doutes sur le vaccin et qu'ils sont parfaitement fondés à en avoir parce que eux, ils savent, ils sont médecins, ils connaissent les médicaments, quoi. Donc, mais il y a d'autres médecins qui connaissent aussi, quoi. Donc, les médecins sont majoritairement vaccinés. Ce ne sont pas les médecins qui... Ils sont peut-être pro-Macron. Donc, je sais pas. Non. On peut être pro-vaccin sans être pro-Macron quand même. Excusez-moi, on peut. J'en sais rien, mais s'ils veulent jouer avec leur santé, c'est leur droit. Mais ils n'ont pas imposé à tout le monde comme de la dictature de se faire vacciner. Et en plus, en les empêchant de vivre, puisqu'on leur coupe leur salaire. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est n'importe quoi. Bon, Elisabeth Lévy n'est pas pro-Macron, mais elle est pro-vaccin. Non, mais d'abord, si vous voulez, on ne peut pas... pardonnez-moi, chère Christine. Chère Christine, bonjour. Pardonnez-moi, mais on ne peut pas parler de dictature dès qu'il y a une obligation. Vous avez des tas d'obligations qui sont liées à la vie en société. Si vous voulez, que ces obligations dans notre pays sont prises tout de même dans des cadres démocratiques. Elles sont votées par le Parlement, quoi qu'on pense du Parlement. Non, mais on peut en discuter, je suis d'accord. On est dans un état d'urgence permanent. Oui, mais malgré tout, si vous voulez parler de dictature, écoutez, il faut aller dans une véritable dictature pour savoir ce que c'est. Parler de dictature dans un pays où on peut tous les matins appeler Sud Radio pour dire le mal qu'on pense des décisions du gouvernement et du président. Excusez-moi, dans une dictature, on ne peut pas dire le mal qu'on pense du président. Christine. Oui. Ça va peut-être pas durer. J'espère que non. Non, mais ce que je voulais dire, que là, il propose le vaccin de force pour dire, moi j'ai fait quelque chose, il se présente au sauveur de la France et de la santé des Français. Moi, c'est ce que je pense. Quant au bobo de la sécurité, ça fait, c'est pas de renforcer la police à tour de bras qui va faire quelque chose. En fait, il faut s'attaquer au problème qui n'est pas réglé, c'est-à-dire le trafic de drogue, tous les trafics. Oui, il en a parlé. C'est vrai en partie. Ça, c'est en grande partie. Avec les zones de non-droit où les policiers ne peuvent pas aller et même en effectif supérieur, ne pourront toujours pas aller. Donc c'est ça. Il faut s'attaquer au problème. Ça ne sert à rien de dépensement. Oui, c'est vrai. On va en parler d'ailleurs avec un représentant des policiers, Christine, si vous le voulez bien, dans quelques minutes, qui va nous rejoindre avec Elisabeth Lévy et Alexis Poulain, qui est avec nous. On a le plaisir de le retrouver. Fait son grand retour. Éditorialiste et présentateur aussi à RT. On le signale en fait France, au passage. RT France. Merci. Allez, on se retrouve dans un instant. Avec vos témoignages, comme Christine, 0826 300. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 9h04, merci d'être avec nous, avec nos éditorialistes du jour, Elisabeth Lévy, Alexis Poulain. Vos appels, comme tous les matins, 0826 300 300, on va revenir sur le Beauvau de la sécurité avec les annonces faites par Emmanuel Macron. Bien sûr, vous pouvez nous appeler, réagir sur notre compte Twitter. On vous posait d'ailleurs la question ce matin, est-ce que vous avez l'impression que ce sont des mesures... Attendez que je retrouve cette question du jour. Oui,
évidemment sur ces mesures, bien sûr. Alors, juste avant, Cécile, et de voir l'ensemble de vos votes, dans le factuel en fait du jour avec vous, Félix Mathieu, venons-en à cela et au détail des mesures. Ce n'est pas la première fois qu'un gouvernement cherche à améliorer les rapports entre la population et les policiers. Si on regarde un petit peu tout ce qui a été annoncé depuis quelques années. Oui, 1998, le gouvernement Jospin met en place sa police de proximité, sa fameuse police de proximité, une approche qui se veut à l'époque plutôt basée sur la prévention avec des agents qui connaissent les habitants. Fin de la mesure en 2003. Le ministre de l'Intérieur de l'époque, Nicolas Sarkozy, explique alors que les policiers ne sont pas des animateurs sociaux, pas là, dit-il, pour jouer au foot avec les jeunes du quartier. Si les effectifs des forces de l'ordre augmentent alors, à l'époque, plus 7000 policiers et gendarmes, elles baisseront encore plus ensuite sous la présidence du même Nicolas Sarkozy, environ 10 000 postes supprimés et à peine autant de postes recréés sous le quinquennat Hollande. Oui. Au-delà des questions d'effectifs, Félix, la question soulevée est celle du temps perdu aussi dans les tâches administratives au détriment de la présence sur le terrain. Ce qu'on verra d'ailleurs aussi tout à l'heure avec notre invité. Oui, pour 1 heure sur le terrain, il y a 7 heures de procédure, avait carrément lancé Gérard Collomb au début de la présidence Macron. Les syndicats de police d'ailleurs eux-mêmes disaient à peu près la même chose, considérant les actes de procédure pénale notamment comme des tâches indues pour ce qui est des policiers et des gendarmes. De son côté, la préfecture de police de Paris estime plutôt la présence sur le terrain à une moyenne d'un tiers du temps de travail des agents. Le début du mandat Macron, en tout cas en 2017, a remis au goût du jour une police dite de sécurité du quotidien. Depuis, Gérald Darmanin a redit l'an dernier vouloir mettre du bleu dans la rue, d'où la réception mitigée dans l'opposition de ceux qui attendent d'en voir la couleur, justement, même si les syndicats de police ont jugé satisfaisantes les nouvelles annonces d'hier. Oui, merci Félix Mathieu. On va voir ça avec Grégory Joron dans un instant, secrétaire général du syndicat Unité SGP Police FO. Qu'est-ce que ça donne alors sur les réseaux sociaux, Cécile ? La question était de savoir qu'est-ce que sont les annonces pour vous d'Emmanuel Macron à la hauteur du défi excessif ou des promesses de campagne. Des promesses de campagne à plus de 92%. Jackie nous dit les problèmes d'insécurité ne se régleront pas si Emmanuel Macron laisse l'administration pénitentiaire ainsi que la justice sans moyens ni réforme et une police à souffrir, bien entendu, en solitaire. Et puis on a aussi un autre message de Maïs qui nous dit en pleine pandémie, il est étrange de mettre en place de l'argent dans la police, mais pas dans les hôpitaux. Oui, c'est vrai, ça revient assez souvent. Non, mais moi j'en ai assez de cette blague qu'il faut réconcilier les Français avec leur police. Toutes les enquêtes montrent qu'il y a une minorité, alors à la fois une minorité de jeunes qui passent leur temps à taper sur les flics et des courants idéologiques, la France insoumise, etc., qui passent leur temps à faire la même chose. Mais globalement, je suis navré, les Français ont plutôt une bonne opinion de leur police. Ils trouvent qu'elle n'a pas assez de moyens, certes, ou qu'elle n'est pas forcément bien dirigée, mais ils n'ont pas du tout de détestation de leur police. Il faut arrêter de nous raconter ça. C'est peut-être Emmanuel Macron qui doit se réconcilier avec sa police. Mais moi, j'en ai vraiment marre d'entendre cette ânerie. Non, mais il y a plusieurs choses. Alexis Poulain. Il y a toujours un courant, de toute façon, anti-flic, de Brassens, enfin anarchiste. Mais Brassens ne serait pas anti-flic aujourd'hui, j'en suis sûr. Peut-être, je ne sais pas, mais il y a toujours eu ça, donc ça ne changera pas. Donc l'histoire de la fête de l'UMA, c'est un épiphénomène, mais sur la... épiphénomène, mais peut-être révélateur quand même, pour certains, d'une fracture. Mais ça c'est vrai, il y a une fracture. On a vu, il y a eu trop en fait de laisser aller, je pense, sur certains manquements à l'éthique de cette profession. L'IGPN qui a été... regardez quand même le nombre de gilets jaunes qui ont été éborgnés, les violences qui ont été couvertes par la hiérarchie, Castaner à l'époque. C'est pas normal. À un moment, il fallait dire stop, arrêtez de dire non mais on ne gère pas une manifestation par la violence, même si celle-ci est violence. Donc il y a vraiment eu un vrai problème de fond, je crois, dont on n'a pas pris l'ampleur. Il y a ensuite eu Steve Mayacanisso, ce jeune qui est mort un soir de fête de la musique parce que la charge n'avait pas à être là, le long d'un quai. On faisait la fête, il n'y avait rien, il n'y avait pas de voisins autour de ça à Nantes. Et toutes ces violences-là font que oui, il n'y a pas eu une parole forte de la part du président pour dire bon, il faut peut-être faire un Beauvau aussi là-dessus, quoi. Et pourtant, les affaires n'arrêtent pas. La BAC de Nancy, avec ce groupuscule ultra-raciste qui infiltrait la BAC, qui faisait des blagues racistes à longueur de journée, allant même jusqu'à intimider leurs collègues. Donc, oui, il y a eu des dérives qui n'ont pas été prises en compte par la hiérarchie. Alors, pardon, d'abord, ces dérives, ce sont des dérives très heureusement. Je reviendrai sur les gilets jaunes après, mais je parle des incidents de Steve Canisso. Vous pouvez parler de Michel Zecler, où d'ailleurs l'histoire est moins claire aujourd'hui que ce qu'elle avait l'air d'être au début. Moi, ce que je vois comme phénomène massif, qui ne sont pas des dérives ponctuelles, ce sont les agressions de policiers qui n'ont jamais été... Non, mais bien sûr.
veux dire, c'est devenu quelque chose de normal. Et maintenant, sur les gilets jaunes... C'est juste devenu du quotidien pour eux. Oui, évidemment, je ne voulais pas dire que c'était normal. Je vous remercie, Alexis. Je voulais dire que c'est devenu... Alors que, heureusement, si vous voulez, les cas d'agression commis, enfin d'actes violents, de violences excessives commises par des policiers sont, eux, exceptionnels. Je voudrais quand même, juste sur la question des gilets jaunes, on peut dire, si vous voulez, que le maintien de l'ordre, la doctrine n'est pas bonne, qu'il y a un problème avec l'utilisation du LBD, qui est quand même là pour qu'on n'utilise pas des armes létales. Hein. Tout ça bien. Mais il y a quand même, excusez-moi, moi j'ai quand même l'impression aujourd'hui que la dissuasion n'est plus du côté des forces de police. Les policiers, contrairement à ce que nous baratinait cette chanteuse, la Camélia Jordana, j'ai peur de la police, tu parles dans sa banlieue chic, certainement elle avait très peur de la police. Je veux dire, c'est vraiment... aujourd'hui, ce sont les policiers qui ont peur. Et, si vous voulez, vous dites, oh oui, même si une manifestation est violente, ben non, il y a quand même un problème. Si vous voulez, quand semaine après semaine, il y a des manifestations où il y a des éléments violents, des manifestations non autorisées, non déclarées, avec pas d'organisateur, je ne dis pas que la doctrine était la bonne dans le maintien de l'ordre, je dis simplement que dire les policiers doivent réagir sans faire usage de la force me paraît être les privés de la dissuasion. De la force et avoir ordre de mutiler. Il y a deux choses. Il n'y a pas ordre de mutiler, enfin. Ils ont tiré. Non, mais le nombre. Il n'y a jamais eu ordre de mutiler, vous pouvez pas dire ça. La Cour laissez Alexis Poulain. Les ONG internationales qui parlent. Non, mais qu'on parlait d'une vraie dérive. Non, mais il y a eu un vrai problème pendant 2 ans. Et heureusement qu'on en parle maintenant. On n'avait même pas le droit d'évoquer les violences policières ou même la terreur d'État. C'est ce qui s'est passé. Une répression. Non, mais vraiment. Et je crois que c'est important d'en parler aujourd'hui. Et le problème, c'est pas tant la police qui obéit, c'est les ordres qui sont donnés. La terreur et à un moment, pourquoi il y a autant de gens Mais non, je charrie pas. Pourquoi il y a autant de gens dans la rue? Pourquoi ça continue? Pourquoi il y a toujours cette réponse de violence? Encore là, pour les antipasses sanitaires, on a vu aux Tuileries les lacrymos ressortir alors qu'il y avait des personnes âgées, des enfants dans le cortège d'une manifestation autorisée. Donc on continue à faire ça. Et je crois qu'à un moment, les policiers aussi en ont marre. Ils n'ont pas à être mobilisés chaque week-end pour ça. Est-ce que vous pensez aussi aux commerçants, aux habitants des villes qui ne peuvent plus se déplacer le week-end? Je veux dire, Paris est devenu... C'est un enfer le samedi, Paris. Ah bah il y a certaines autres villes, hein, qu'on soit d'accord ou pas d'accord. Je pense à Toulouse, à Bordeaux, j'ai pas dit qu'il y avait que Paris. Il se trouve que moi, je peux parler de Paris en témoin, si vous voulez. Donc, voilà, parisienne, allez vivre ailleurs. Voilà. Bon. Mais oh là là, vous savez, s'il n'y avait pas Sud Radio, je serais Sud Radio, allez vous installer dans le Sud. Je serais peut-être contente d'aller vivre ailleurs parce que la vie à Paris est de moins en moins marrante. Mais passons. Mais ce que je veux dire, vous ne pouvez pas simplement dire que c'est un droit de manifester tout le temps, en toutes circonstances, de n'importe quelle façon. Non, mais pas en toutes circonstances, pas sans autorisation, pas avec de la violence. Il y a quand même eu aussi dans ces manifestations des violences absolument gratuites contre des commerçants qui avaient, enfin des magasins qui avaient strictement rien fait. Ils n'étaient pas contre les gilets jaunes, ils n'étaient pas. Vous avez des vendeuses, là pour parler des classes populaires qui ont perdu, qui samedi après samedi ne pouvaient pas aller bosser. Donc si vous voulez, on peut dire que l'usage de la force n'était pas adapté dans ses modalités, mais il faut rappeler que la police, les forces de l'ordre en général, la gendarmerie et l'armée aussi, dans un autre cadre, sont les seuls à avoir le droit d'exercer de la violence. Ça s'appelle le monopole de la violence légale. On va poursuivre dans un instant avec dans un instant avec un policier qui va nous dire aussi ce qu'il en pense. Hein. C'est Grégory Joron qui sera avec nous, évidemment de ces annonces en fait hier. S'il y a une surenchère également, bien sûr, dans les promesses de campagne, puisque c'est clair, on est rentré dans les promesses de campagne. À 9h30 aussi, on prendra des nouvelles de ce qui se passe en fait dans le Gard. Vous avez vu ces images spectaculaires, hein, d'Élytreuillage. Je ne sais pas si vous avez entendu Stéphane qui a témoigné hier, qui a été pris dans sa voiture. Là, on ira du côté de Galard pour savoir où on en est en fait ce matin. Et puis dans la France, à vos côtés tout à l'heure, Cécile, on viendra aussi avec vous avec quelque chose qui passe un peu inaperçu et pourtant qui ne passe pas inaperçu du côté du pouvoir d'achat des Français. C'est l'explosion des factures autour de l'énergie. Ouais, rappelez-vous, 2018, on y retourne. Plus d'une augmentation de près de 9% hors taxe du prix du gaz. Et je peux vous assurer que les associations de consommateurs et d'usagers aujourd'hui sont très en colère puisque ça va encore augmenter. On en parlera avec... Gaz, électricité. Gaz, électricité, absolument. L'essence, on va faire gaz, électricité. Il n'y avait pas des promesses là autour de non-augmentation C'était il y a 3 ans. Allez, dans un instant, on en reparlera. 0826 300 300. Vous pouvez nous appeler et réagir. Nos invités, à tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est
Il est 9h17, merci d'être avec nous. On va revenir tout de suite sur le Beauvau de la sécurité. On vous pose cette question d'ailleurs, selon vous, les annonces d'Emmanuel Macron sur la sécurité, les policiers sont à la hauteur du défi, excessives ou des promesses de campagne? Pour l'instant, c'est 92% de promesses de campagne. Et on va en parler ce matin avec Grégory Joron, qui est secrétaire général du syndicat Unité SGP Police, Force Ouvrière. Oui, on a évoqué déjà ce débat avec les auditeurs. Grégory Joron, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. On dira que vous avez mis beaucoup de temps sur la route. Même si on est policier, on n'utilise plus le gyrophare en fait aujourd'hui. Alexis Poulain et Elisabeth Lévy sont là également. Comment vous avez pris ces annonces en fait hier d'Emmanuel Macron là? Plutôt bien, en toute honnêteté, pour deux raisons. La première, ça serait malhonnête de mal réagir quand il a des propos qui sont pas très sympas, comme dans Brut l'année dernière. C'était la genèse un peu du Beauvau. Et de l'autre côté, pas souligner quand il a des propos qui sont plutôt sympas à l'endroit des policiers. Donc j'essaye d'être un peu cohérent. Ouais. Et hier, je trouve que au moins sur la forme, le ton y était et les mots étaient plutôt sympas pour les flics. Donc ça fait jamais de mal. La deuxième raison pour laquelle on est satisfait, c'est le budget. Honnêtement, c'est inédit. 1,5 milliard, dont 500 millions par rapport au Beauvau qu'on doit mettre en œuvre tout de suite au mois de janvier, c'est intéressant. Et il y a un troisième petit point qui nous intéresse surtout, c'est que les portes ne sont pas fermées. C'est-à-dire qu'on a encore un peu de marge pour, entre guillemets, aiguiller justement cet argent-là pour vraiment que ça devienne palpable pour nos collègues. Que ce soit quoi la priorité? Alors, parce que plus de bleu sur le terrain, c'est ce qui a été annoncé, c'est ce que vous réclamez aussi, quoi. Oui, en fait, ce qu'on réclame, plus de bleu sur le terrain, il dit dans 10 ans, il veut doubler, c'est ça. Ouais. En fait, il y a un gros travail mais ça vous le savez, c'est pas nouveau non plus, j'ai l'impression de me répéter depuis des années, mais il y a un gros travail de charge missionnelle. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait faire à un policier? Comment on peut en effet faire en sorte qu'il passe le plus de temps sur le terrain? Parce que, en fait, l'argent, c'est pas pour faire plaisir aux policiers, c'est juste pour franchement améliorer notre sort, mais surtout améliorer la qualité de la sécurité. Est-ce que ça, c'est vrai sur ce qu'il disait, et ce que disent en fait certains, qu'un policier peut passer 5-6 heures dans des tâches administratives contre 1 heure de présence sur le terrain ou 2? Oui, il y a des chiffres sur le pourcentage d'occupation voie publique, etc. Mais on a honnêtement... c'est la lourdeur administrative française. Je veux dire, la police, malheureusement, n'est pas en dehors de ce système-là. Et on parle de procédure pénale parce qu'il en a parlé. Ouais. La procédure pénale, à chaque fois qu'on nous dit qu'on va nous la simplifier, vraiment, c'est pas une image, c'est pas une blague. On nous la complexifie. Et à chaque fois, on alourdit ça en la fragilisant, en créant des cas de nullité autant qu'on peut. Et aujourd'hui, un policier qui va rédiger un PV, il est obligé de passer par X trucs obligatoires et très très lourds. Voilà. Ouais, Elisabeth Lévy a une question et une remarque à vous faire. Surtout une question anecdotique. J'aimerais que vous disiez après un mot sur les uniformes. Mais il y a une question qui m'intéressait dans ce qui a été annoncé. On nous dit la suppression des rappels à la loi, parce que tout le monde évidemment rigole jaune de cette affaire du rappel à la loi, mais d'abord, c'est pas vous qui les prononcez, les rappels à la loi, ce sont les magistrats, et surtout, par quoi ça va être remplacé? Parce que si c'est remplacé par une admonestation, si vous voulez, je vois pas très bien le progrès. Vous avez raison, on sait pas par quoi ça va être remplacé, on peut les prononcer quand même, les rappels à la loi, parce que souvent, on est mandaté par le magistrat pour pouvoir le faire. D'accord, ça je l'ignorais, merci de cette info. Mais ce qui est d'ailleurs, ce qui prend du temps, et ce qui en effet revient à peu près à pisser dans un violon, on va se le dire clairement. Le rappel à la loi. Oui, le rappel à la loi. Donc le sujet, c'est en effet par quoi ça va être remplacé, parce que si c'est remplacé par une amende, on sait aussi qu'on a des problèmes de recouvrement d'amende. Si c'est remplacé par un TIG ou quelque chose, on sait très bien qu'on a quasiment aucun partenariat qui est passé avec des entreprises pour avoir quelque chose qui a du sens. Donc le sujet, c'est en fait de savoir par quoi ça va être remplacé. J'aimerais juste vous donner un chiffre qui est quand même qui va un peu dans le sens de votre remarque. 70% des procédures qui sont envoyés vers la justice sont classés sans suite en première intention. Donc en fait, il faut savoir que finalement, les policiers travaillent énormément et ils passent un temps fou à rédiger des procédures qui, de toute façon, sont classées sans suite. Pourquoi, selon vous, c'est que en fait, c'est pas suffisamment solide avant, ou il y a des recours, ou... Je pense qu'on est rentré dans une société du tout judiciaire, que finalement, aujourd'hui, même, regardez, d'ailleurs, souvent, on a des témoignages, les gens s'offusquent parce qu'on n'a pas pris leur plainte, donc ça met la pression un peu sur le politique, etc. Donc les policiers aujourd'hui doivent prendre des plaintes pour tout et n'importe quoi, même s'ils disent qu'en effet il n'y a pas d'infraction, parce que c'est un peu le boulot du plaintier. C'est un vrai taf, c'est-à-dire que le gars, le collègue ou la collègue qui reçoit une victime est capable normalement de dire si vraiment il y a une infraction constituée.
Madame, monsieur, désolé, il n'y a pas d'infraction, donc on ne peut pas vous prendre la plainte. Ça sert à rien. Faire une main courante pour signaler le souci, mais ça ne sert à rien. Mais on nous oblige quand même à le faire globalement. Donc on le fait. Et puis forcément, la justice fait son taf. Et c'est là où il y a justement des trous dans la raquette, où il y a des plaintes qu'on devrait prendre. On a parlé beaucoup des violences, par exemple, faites aux femmes, etc. Où parfois on ne tenait pas suffisamment compte de la gravité de la situation. Ça a changé, ça. Ouais, alors déjà, je pense que ça a un peu changé. Non, mais le problème, c'est pas tant. Mais ça existe encore. Quoi. Tout est une priorité. Et quand vous êtes enquêteur en sûreté départementale dans le 91, par exemple, et que vous êtes sur le groupe de violences intrafamiliales ou aux personnes, et que vous avez 300 dossiers en portefeuille, le mot est moche d'ailleurs, hein, en portefeuille. Vous dites ça comme ça? Oui, ça peut se dire, c'est souvent ce qui se dit, mais donc c'est 300 victimes. Ça, mes collègues, vous savez, ils le savent vraiment et ils le vivent très mal parce que c'est une charge mentale qui est terrible, en sachant qu'en face, on a des gens qui souffrent et qu'on n'a pas de réponse à leur apporter parce que la lourdeur fait ça va pas très vite. Quoi. Bon, alors donc vous êtes satisfait plutôt de ces annonces. Alors, ce qu'il y a, Alexis Poulain, Grégory Joron nous disait tout à l'heure, faut pas être dupe quand même. Là, on est dans une forme de campagne électorale. Et est-ce que ça va inciter, par exemple, les gens à voter pour Emmanuel Macron pour se dire, bah oui, on va poursuivre par la suite avec lui? On est dupe de rien. Enfin, je dis, ça serait idiot de penser qu'il n'en a pas fait un temps politique. Il est président. La campagne présidentielle, c'est dans 8 mois, 9 mois. Enfin, je veux dire, ça a même commencé, en effet, pardon. Donc nous, on n'est pas dupes. D'ailleurs, c'était toute la difficulté d'exercice, même pour nous, hein, parce qu'on avait la règle du jeu quand on s'est assis autour de la table. Hein. On a bien voulu jouer, mais moi, j'ai toujours dit, je vais participer honnêtement à ces travaux, proposer le maximum de choses et des choses qu'on a vraiment bossé sur la formation. J'ai fait des groupes de travail. Enfin, on y a mis vraiment du cœur, c'est clair. Et de l'autre côté, on savait très bien que c'était conditionné à une LOPSI seulement s'il est réélu. Mais ce qui nous intéressait, et moi je l'ai toujours dit, c'est déjà la première marche palpable, concrète, au 1er janvier. Il y a des choses, oui. Est-ce qu'il n'y a pas le risque quand même, on a vu avec la Convention citoyenne pour le climat, il a enterré à peu près toutes les propositions. Là, il dit, c'est super, vous avez super bien travaillé au Beauvau de la sécurité, maintenant il faut me réélire pour voir si je fais des trucs. C'est un peu le même artifice finalement. Oui, après il y a des choses qui se passent sans... il y aura, à mon avis, de toute façon, obligatoirement, alors très clairement, de toute façon, je ne vois pas, moi, quelle que soit la majorité qui sortira des urnes, ou le parti politique qui sortira des urnes au mois de mai, je vois mal quand même les personnes qui arrivent, si c'est pas Emmanuel Macron par exemple, je balayais d'un revers de main des travaux comme ça, assez conséquents, avec une OPSI qui sera écrite, qui prennent pas tout, je pourrais l'entendre, qui disent finalement ça sert à rien et ce que vous avez fait c'est pas audible, ça me paraîtrait quand même difficile. Donc je pense que de toute façon on n'a pas bossé pour rien. Voilà, moi le regard de ce que j'ai, c'est ça. Est-ce que c'est pas important justement de soulever les points noirs et de les mettre en lumière, parce que plein de gens ne savent pas en fait. Mais en fait le truc c'est que c'est juste la différence entre la parole présidentielle, l'axe donné, c'est des grandes visions évidemment qui va pas être les mains dans le moteur pour nous expliquer comment marche un carbu, parce que franchement personne ne le croirait d'ailleurs. Comment marche un carburateur. Voilà, mais je veux dire, par exemple, alors, un exemple de point noir. La formation initiale, nous, on a fait un gros dossier dessus sur le recrutement, formation initiale, formation continue. Formation initiale du policier, on l'a fait descendre à 8 mois, on la repasse à 12 mois, mais on y intègre le bloc OPJ. Je pense que c'est précisément une annonce politique qui va après se frotter un peu à la réalité, au principe de réalité de ce qu'est notre institution police, de la manière dont ça fonctionne, du recrutement, du niveau des jeunes qui est assez hétérogène, de l'appétence peut-être que ça va créer pour la filière OPJ, mais ça me paraît aujourd'hui difficile en l'état, dans 3 mois, de mettre en place une formation de 12 mois en y intégrant un bloc OPJ pour des gamins qui ont 19 ans ou 20 ans. Est-ce que la police d'ailleurs attire toujours aujourd'hui et quel profil? Oui, alors difficilement. Très clairement, difficilement, c'est vrai. On a des concours de cadets de la République, de policiers adjoints, qui sont des belles formations. Honnêtement, pour les jeunes, cadets de la République, c'est une vraie chance. C'est une formation qui est complète, qui dure 1 an. Et globalement, des fois, sur 30 places offertes, on se retrouve avec seulement 15, 16, 17, 20 candidats au final qui vont au bout du bout. Et on voit bien, et c'est terrible, parce qu'on voit bien que dès lors qu'il y a des affaires un peu compliquées, où on voit des policiers en difficulté, beaucoup de violence ou des attentats, et bien en fait, quand il y a un concours, le lendemain, un écrit ou un oral, il y a 50% des gens qui viennent plus. Grégory Joron, question pour vous, remarque, c'est... Philippe qui nous appelle de Montpellier. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. De Fontainebleau, pardon. De Fontainebleau. Montpellier, Fontainebleau, finalement ça se fait en quelques heures. Quoi, à pied. Bonjour Philippe.
Ouais, bonjour. Et en plus, je pense que Montpellier, il doit faire plus beau. Aujourd'hui, non, je ne sais pas aujourd'hui, parce qu'avec les pluies d'hier, là, vous avez vu, et c'est toujours ces menaces. Alors, votre réflexion, Philippe? Bon, déjà, bonjour à tous. J'ai laissé un petit message, on m'a rappelé, donc merci. Ouais. Déjà, je suis très content d'entendre le représentant, l'un des représentants des policiers, qui lui est plutôt optimiste sur les propositions de M. Macron, notre président. Moi, comme j'ai dit sur le petit message, c'est qu'aujourd'hui, M. Darmanin, qui a peut-être de bonne volonté, il veut remettre du bleu dans nos rues, mais moi, je vais vous dire, en tant que citoyen, au quotidien, j'ai du bleu à l'âme, et comme je disais tout à l'heure, tout ce que j'ai entendu, je partage à la fois les... Ah, dommage, c'était Philippe, qu'est-ce qui se passe? Ça coupe un peu, Philippe, on va le retrouver. Il est en voiture. Philippe, on vous retrouve dans un instant, hein, Philippe. On rappelle, on marque une petite pause et Grégory Joron reviendra sur le bleu dans les rues et le bleu à l'âme, donc, et que vous avez évoqué en fait à l'instant. Allez, on vous retrouve sur Sud Radio. Quel poète. On revient dans un instant. 0826 300 300, à tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 9h31, toujours sur le sujet du Beauvau de la sécurité, avec les changements proposés par Emmanuel Macron. Grégory Joron est avec nous, secrétaire général du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière, et on était en ligne avec Philippe, qui nous appelait de Fontainebleau. Oui, Philippe, vous nous parliez en fait du bleu dans les rues, et vous disiez, moi j'ai plutôt du bleu à l'âme. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Grégory Joron vous écoute. Il suffit de regarder ce qui se passe au quotidien, dans le quotidien du Français, qu'il soit urbain ou qui habite en ruralité. Regardez ce qui se passe. Juste sur le flash info d'avant, à Toulouse, ça a encore tiré. Alors pour l'instant, ils se tirent entre voyous. C'est malheureux, c'est triste. Mais demain, ça veut dire quoi? C'est Toulouse, Marseille. Demain, ce sera Paris. Et qu'est-ce qui va se passer quand il y aura des gens innocents qui vont prendre des balles perdues, ce qui arrive déjà de temps en temps? Moi, de toute façon, M. Macron, il est en campagne, et de toute façon, moi, je pense qu'il sera réélu. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, quand j'entends notre représentant des policiers, et je pense qu'il est dans son rôle, il a raison d'être optimiste. Mais regardez, moi, j'ai 52 ans. Je regarde ce qui se passe depuis que toutes les mandatures succèdent. Sur l'histoire de la police et de la sécurité, tout ce qui s'ensuit. Jospin met une police de proximité. Sarkozy arrive, l'enlève. Sarkozy augmente les effectifs, mais il met à poil les policiers puisque du coup il les diminue. Aujourd'hui, il y a des promesses à 10 ans, mais qu'est-ce qui va se passer à 10 ans? Moi, je pense que les vraies questions qui ne sont pas posées aujourd'hui, et là j'interroge le représentant des policiers, c'est moi... J'aime ma police, moi. Je la respecte, je me fais arrêter. Je respecte pas la loi, j'obtempère. Mais aujourd'hui, la grande question, c'est comment on fait pour traiter les voyous du quotidien. Les gens qui voient la manifestation, les policiers reçoivent des ordres. On voit qu'ils appliquent la loi, puisque il y a des manifestants qui se comportent pas bien. Mais aujourd'hui, les voyous à répétition qui sont dans nos rues, dans nos quartiers, en longueur d'année. La loi aujourd'hui, et qu'est-ce qu'on donne comme ordre aux policiers? Qu'est-ce qu'on donne comme ordre aux policiers? On les voit sans arrêt, ces gens-là. Vous savez qu'aujourd'hui, on peut risquer notre vie pour un portable, ou pour un regard de travers, ou pour une cigarette refusée. Moi, j'ai 2 filles aujourd'hui. Alors ça me tient à cœur. Je vois aujourd'hui mes 2 filles au quotidien. Mais moi, aujourd'hui... Dans l'avenir qui arrive, je me dis, mais comment va être leur vie? Aujourd'hui, on ne sait même plus comment se positionner. Restez avec nous, Grégory Joron va répondre à ce que vous dites, qui est très concret, hein, pour le coup. Je comprends parfaitement ce que vous dites. Grégory Joron. Merci déjà pour vos mots de soutien. Ça fait toujours plaisir, parce qu'on n'arrête pas souvent de nous dire qu'il y a un problème avec la relation police-population, mais on sait bien qu'en général, c'est la minorité hurlante qui se fait entendre. Donc merci pour ces mots. Déjà, premièrement, je suis aussi citoyen avant même d'être policier, donc j'ai la même inquiétude quand je vois la montée de la violence, parce que je ne pense pas que ce soit un sentiment d'insécurité. Il y a réellement un vrai sujet sur le quotidien dans certaines villes et dans certains centre-ville.
Maintenant, je pense qu'on est obligé de réfléchir à la police à 10 ans. Parce que justement, vous avez parlé de Nicolas Sarkozy. Moi, ce que j'espère du Beauvau de la sécurité, alors je reste optimiste, mais je reste aussi combatif, c'est simplement de dire qu'aujourd'hui, les politiques, il faut simplement qu'ils intègrent que la police, justement, c'est pas une variable d'ajustement budgétaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand ils prennent une décision, l'impact, on le ressent 10 ans après. C'est-à-dire que ce qu'a fait Nicolas Sarkozy, pour des raisons de l'époque, du contexte, moi, je regarde ça de très loin, mais j'étais policier sur le terrain à l'époque, donc j'ai vu ce que ça donnait. Aujourd'hui, on en paye encore le prix, c'est-à-dire qu'on ne récupère pas les effectifs qu'on a perdus, et la charge missionnelle s'est accentuée. Et ne serait-ce qu'une chose toute bête, la population a augmenté. Donc en fait, tous ces facteurs-là additionnés, on a une qualité et une prestation de sécurité, si on peut s'exprimer ainsi, qui est de moins bonne qualité. Et c'est le pacte républicain qu'on fit surtout doucement, quand finalement, il y a 10 ans, on prend une mauvaise décision. Mais même, ce que dit Philippe aussi, moi je sens d'urgence dans les mots de Philippe, en disant il ne faut peut-être pas attendre, parce que souvent on met ça en fait à 10 ans, et que là, il y a une situation qui est dans certains quartiers, parfois c'est insurrectionnel, quoi. Hein. Donc dès qu'il y a, en fait, vous le vivez, vous le connaissez. Regardez le 91 ces dernières semaines. Bien sûr, du côté des Tarterets, mais c'est partout, Toulouse, là, Marseille, bien sûr. Tout est, enfin, c'est une cocotte minute permanente. Mes collègues sont sur le fil dans tous les quartiers difficiles. Ça peut basculer tout le temps. C'est une réalité. Il y a une urgence parce qu'en effet, on a pris. Il y a 15 ans, 10 ans, et on continue à prendre un mauvais chemin. Je veux dire, si par contre on regarde ça que par le prisme policier pour se dire on va améliorer le truc, on fait aussi fausse route. Alors on va faire de politique, hein, j'en fais pas, je pense que j'en ferai jamais, mais à un moment donné, ça doit être quand même un peu global, et on doit un peu avoir de cohérence. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'éducation, s'il n'y a pas de suivi, s'il n'y a pas de police, et derrière, si la justice fait pas son taf non plus, on va pas y arriver, nous, au milieu, hein, parce qu'on est les seuls à être, vous l'avez dit, on est le dernier rempart, dans les pires endroits, et on est souvent très seuls. Merci beaucoup Grégory Joron, donc secrétaire général du syndicat Unité SGP Police FO, d'être venu ce matin au micro de Sud Radio et d'avoir répondu Philippe en direct donc aux auditeurs. Et c'était Philippe. Il y a une autre urgence ce matin dans les grands débats qu'on veut évoquer, c'est ce qui se passe du côté des intempéries dans le Gard, dans l'Hérault, avec des situations qui étaient quand même complètement apocalyptiques hier après-midi, hier matin, même à cette heure-ci où ça commençait. On est en direct avec le maire de Galargues, qui est avec nous, Freddy Cerda, bonjour. Oui, bonjour. Bon, hier matin à cette heure-ci, ça commençait à tomber fortement chez vous, non? Oui, ça a commencé à 9h du matin et jusqu'à midi et demi, on a eu beaucoup d'eau qui sont tombées. On est arrivé à 300 mm sur le village. Oui. Quand nous avons un village qui est sur une colline et qui descend, vous imaginez les volumes d'eau qui sont descendus sur le bas du village et qui ont fait sauter toutes les bouches d'évacuation. Et voilà, c'était comment a réagi la population? Elle s'est barricadée un petit peu immédiatement chez elle ou non. Ce que j'apprécie de vivre dans un village, c'est la solidarité qu'il y a eu immédiatement. Il y a des gens des quartiers qui sont allés voir les personnes âgées qui ont 90 ans, qui avaient 10 cm d'eau dans leur maison. Ils les ont emmenés chez eux, ils leur ont fait passer la nuit. Ils ont mis des pompes pour vider. Et c'est formidable ça quand même. Ça c'est le bon côté de vivre un peu à la campagne, vous voyez. Oui, c'est ça. Beaucoup de solidarité, mais beaucoup de dégâts quand même. Beaucoup de dégâts. De dégâts, oui. On a vu des peines centenaires qui ont été cassées en deux carrément par la puissance. On a eu une mini tornade sur le village, ça a soulevé beaucoup de toits et cassé beaucoup d'arbres. C'est désolant de voir ça, parce que quelle fragilité nous avons face à des intempéries comme ça. On ne peut rien faire. Le problème, c'est qu'on ne peut rien faire. Freddy, vous êtes maire et vous êtes à Galargues depuis un certain temps, donc vous connaissez les épisodes Cévenol. Vous redoutiez. Ce ne sont pas des épisodes de Cévenol. Non, alors c'est vrai, c'est un peu différent, C'est une masse de nuages qui s'est accumulée à un point d'une trentaine de communes au-dessus, mais au lieu de filer et de monter ailleurs, elle est restée sur place. Ça a stagné, oui. Voilà. Et ça a bloqué de l'eau, parce que le bidon, qui était au pied de chez nous, il a monté de 50 cm. Donc c'est pas l'épisode de Cévenol. Oui, c'est vrai. Quelle est la situation, là, un dernier mot ce matin? Parce que je sais qu'on annonce en fait de nouvelles précipitations. Il y a toujours d'ailleurs une vigilance. C'est plus faible comme précipitation, donc ça va être une pluie normale. Le ciel est couvert quand même. Je ne pense pas que ce soit comme hier, parce que hier c'était... non, il faut espérer. Surréaliste, c'est le mot qui revient souvent. C'est surréaliste. Mais notre gros problème aujourd'hui, c'est que la centrale qui
tire l'eau du canal et qui alimente le village a été noyé, et donc on n'a plus d'eau au robinet. On est obligé, là on fait de distribution d'eau dans toutes les maisons, et ça va durer 2 jours avant qu'on remette toute la centrale d'eau en route. Ça, c'est aussi un vrai problème. Voilà. On est bien fragile parfois devant ces événements climatiques. Nous sommes tout petits. En tout cas, si vous avez besoin de nous, on est là. On est là, Bon courage à vous, à Galargues, pas très loin de Nîmes, donc d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio. On a une pensée en fait pour tous les gens qui ont été concernés. Beaucoup. Et soyez encore vigilants, parce qu'il a beaucoup plu, par exemple, dans votre région, et ça va continuer encore un petit peu aujourd'hui, et même au-delà, ça ira jusqu'à Toulouse, là où il a plu beaucoup, entre Toulouse et Aurillac, là notamment. Attention, prudence.